Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Prieul, le président de Civiteo, qui est à la fois un cabinet de conseil pour la data, l'IA et le secteur public, mais aussi également qui a une autre casquette. Peut-être que vous pourriez vous présenter en quelques mots. Merci. Effectivement, je suis le fondateur de Civiteo, une entreprise nantaise créée en 2016 pour accompagner les acteurs publics dans la gestion des données d'abord et puis depuis quelques années maintenant l'intelligence artificielle évidemment. Et je suis également cofondateur de l'Observatoire Data Publica, qui est une structure à but non lucratif dont le siège est également dans la métropole nantaise et qui réalise chaque année un baromètre des usages de la data et de l'IA par les acteurs publics territoriaux. Merci pour cette présentation. On parle beaucoup des avantages de l'IA pour les entreprises en termes de gains, de productivité, mais également d'être sans doute un peu plus agile, de pouvoir sortir des choses plus rapidement. Quelles sont un petit peu les spécificités que vous avez repérées en fait des gains ou des avantages de l'IA ou de ce que peut apporter l'IA et la data en règle générale avec le secteur public? D'abord, la même chose que le privé. Il n'y a pas tant que ça de différence entre le secteur public et le secteur privé. Il y a quelques spécificités, je vais y revenir. Mais je voudrais d'abord dire deux choses. La première, c'est que contrairement aux idées reçues, aux images qu'on a le plus souvent, le secteur public, il n'est pas sous cloche. Et l'irruption de l'IA, à travers l'IA générative, bien sûr, et puis du coup, tous les autres systèmes d'IA possibles qui ont maintenant le vent en poupe, se fait simultanément dans l'ensemble de notre société, dans le public, dans le privé. Il y a même certaines branches d'activité économique qui, à certains égards, sont même plutôt en retard par rapport au service public. En tout cas, celui que je connais bien, le service public territorial, on va s'en parler, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions, quelle que soit leur taille. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant qui, pour le coup, présente des similitudes avec ce qui se passe dans le secteur privé, puisque aussi bien les PME, même les TPE, se saisissent de cet enjeu lié. Alors, on ne s'en saisit pas de la même manière selon la taille, en fonction des moyens que l'on peut y mettre, mais le sujet fait irruption partout, je pourrais y revenir. Pas non plus de différence entre le public et le privé par rapport aux enjeux méthodologiques qui sont ceux des managers, des équipes de direction qui veulent intégrer de l'IA dans les processus de fabrication pour les entreprises de leur business, de la production, de la distribution, de la commercialisation. Pour le secteur public, les enjeux liés à l'arrivée de l'IA dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques publiques. Ces enjeux, on les connaît bien aujourd'hui. Il y a des enjeux liés au contrôle des systèmes par rapport à des problématiques d'apprentissage, les biais, les erreurs, des enjeux de transparence pour les professionnels, d'accompagnement des salariés. On va pouvoir y revenir. Là aussi, fonction publique ou pas fonction publique, il y a des enjeux qui sont assez similaires. Des enjeux également, évidemment, vous l'avez dit, d'abord d'impact, de mesure d'impact et d'une capacité que doivent avoir les décideurs public comme privé, à faire le tri entre certaines surpromesses qui sont parfois faites par rapport à des systèmes et par rapport à la réalité des usages et des avantages fonctionnels, efficaces, qui peuvent apparaître et être capables de mesurer ce que l'IA va nous apporter comme supplément, d'abord de connaissances, d'environnement, de capacité à analyser des données très volumineuses pour maîtriser un certain nombre de politiques publiques. J'ai donné des exemples très concrets, également en termes d'optimisation, d'efficience, de performance ou de travail quotidien amélioré. Mais à côté de ça, il y a quelques particularités dans le service public et je vais tout de suite en citer deux. On y reviendra peut-être un peu plus en détail dans le fil de la discussion. La première particularité, c'est que la notion de transparence, qui est un enjeu éthique fondamental des IA, qui est un enjeu au cœur de débats depuis maintenant de nombreuses années, bien avant l'IA générative, que des éthiciens, notamment dans le domaine de la santé par exemple, creusent et travaillent. Tous ces enjeux de transparence, d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie, des réseaux de neurones, est quelque chose qui, dans le service public, renvoie à d'autres considérations. Ça renvoie à des considérations démocratiques, la transparence vis-à-vis des citoyens, mais aussi à des considérations juridiques, j'y reviendrai tout à l'heure, un certain nombre d'utilisations de l'IA qui sont tout à fait performantes, tout à fait utilisées par le monde de l'entreprise, sont, et plutôt pour des bonnes raisons, très encadrées, voire interdites dans le secteur public. Le deuxième point, c'est celui de l'impact environnemental, dont on parle bien sûr beaucoup par rapport aux intelligences artificielles. Et là aussi, il y a évidemment des entreprises qui font très attention
à l'empreinte des systèmes numériques qu'elles utilisent et qui sont très attentives à ce que, y compris des systèmes, n'aient pas une empreinte pire que les problèmes qu'elles peuvent résoudre. C'est une question d'efficacité et de bon sens, je dirais. Mais dans le secteur public, là aussi, j'y reviendrai un petit peu en détail, il y a des contraintes juridiques qui nous appartiendra peut-être d'apprécier en tant que citoyens, mais des contraintes juridiques qui font que certains usages sont aujourd'hui très restreints, voire probablement prochainement interdits. D'accord. On est dans une situation géopolitique un petit peu tendue en ce moment. Il y a pas mal de tensions. Est-ce que vous pensez que les enjeux de souveraineté également, de souveraineté numérique, sont également des enjeux qui sont importants pour les collectivités ? Alors, c'est des enjeux importants, mais il faut mesurer ce que l'on peut faire chacun à son échelle. Et le problème de cette question de souveraineté qui nous explose un petit peu à la figure, là, d'un point de vue national ou européen, c'est qu'on oscille sans arrêt entre des échelles différentes. Et de ce point de vue-là, je peux saluer le fait qu'un certain nombre de collectivités territoriales, je pense à Nantes en particulier, soient en train de faire un recensement systématique de l'ensemble des composants de son système d'information pour essayer de comprendre quel est le degré de dépendance à des technologies, notamment d'outre-Atlantique. Mais une fois que ce travail est fait, qui va nous permettre d'avoir une photographie, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur local. Et ça, c'est une difficulté tout à fait importante. La souveraineté, j'ai pour habitude de dire qu'elle se discute à plusieurs échelles. Il y a une question de souveraineté européenne qu'il ne faut pas négliger, notamment au regard de la protection des données personnelles. Parce que quand on dit souveraineté européenne, c'est pas simplement est-ce que je fais travailler des entreprises, et en l'occurrence là, est-ce que j'utilise des algorithmes qui ont été entraînés avec des données européennes en Europe, avec des entreprises européennes. C'est aussi de se dire que si nos données quittent le continent européen, elles ne sont plus protégées par le RGPD. Et de ce point de vue-là, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'usager du service public pour ce qui nous concerne, mais aussi en tant que consommateur au quotidien, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Après, il y a la souveraineté nationale, mot sans doute un peu connoté, compliqué, y compris dans le débat politique. Est-ce que ça change grand-chose d'utiliser les services d'une entreprise française plutôt qu'européenne, américaine ou chinoise, c'est un autre débat, mais on peut aussi avoir l'envie de préférer travailler avec des entreprises nantaises quand on est à Nantes, etc. Évidemment, les collectivités locales soutiennent souvent les entreprises locales et les font travailler, mais ça n'est qu'une composante d'une prise de décision qui relève aussi du soutien au développement économique, etc. Et après, il y a la souveraineté que moi j'appelle la souveraineté publique locale. C'est est-ce qu'un acteur public, dont nous sommes tous d'une certaine manière les observateurs avisés, un peu plus une fois tous les 6 ans parce que nous sommes électeurs, un peu plus tout au long de l'année lorsque nous achetons des services, lorsque nous payons des services en tant qu'usagers du service public ou en tant que contribuables, est-ce qu'on est en capacité de se dire, eh bien oui, c'est une mairie, c'est ma mairie, eh bien la mairie, elle doit avoir la maîtrise des outils numériques qu'elle utilise pour rendre le service public. Le service public, c'est un bien commun. Le service public, c'est de l'intérêt général. Est-ce que pour la bonne maîtrise de l'action publique, il faut maîtriser les outils, y compris les outils numériques? Et là, les questions peuvent se poser de façon différente. Et je vais peut-être dire des choses qui pourraient choquer certains ou qui, dans un an, s'avéreront complètement à côté de la plaque. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour une collectivité territoriale de se dire je me retire de tel ou tel système, je refuse tel ou tel dispositif. Et la question, c'est d'avoir la compréhension, c'est la maîtrise des outils que l'on utilise qui me paraît la plus importante. Et sur l'IA, très concrètement, est-ce qu'on sait quelles sont les données d'entraînement? C'est une chose. Est-ce qu'on sait comment l'algorithme a été entraîné? Ça en est une autre. Et puis ensuite, par contre, est-ce que j'ai ou pas la maîtrise des données locales qui sont utilisées? Est-ce que les données locales qui sont utilisées pour parfaire l'entraînement dans du fine-tuning, pour organiser du RAG, etc. Est-ce que ces données locales, j'en ai vraiment la maîtrise? Est-ce que je sais si elles restent sur place ou si elles partent? Et est-ce qu'ensuite, en production, j'ai la bonne maîtrise des données qui vont permettre de faire tourner les systèmes? Donc voilà une autre manière d'appréhender le sujet. Mais je dirais là aussi que c'est pareil pour une entreprise. Pour des raisons qui sont différentes. Il s'agit à ce moment-là pour l'entreprise de défendre la maîtrise de sa propre production, de ses propres savoir-faire, pour ne pas dire de ses propres secrets des affaires. Mais les enjeux sont un peu les mêmes. C'est qu'est-ce qu'on est capable de maîtriser à son propre niveau qui va être, mis bout à bout, une brique de cette souveraineté que l'on met dans tous les discours depuis quelques semaines maintenant et pour cause. D'accord. J'ai une question peut-être aussi qui tombera à plat, mais qui pourrait être éventuellement actuelle. Est-ce que vous pensez que l'IA devrait être un service public ?
qu'avoir un moteur éventuellement, voilà, et d'avoir un certain nombre d'éléments d'une IA, par exemple, qui soit française ou européenne, pourrait être considéré comme un service public nécessaire en fait pour le fonctionnement. Je vais répondre par petits morceaux. D'abord, il y a des IA de service public. Il y a aujourd'hui, je pense à Albert, par exemple, qui est l'IA développée par la direction du numérique ministériel. C'est une direction interministérielle qui travaille pour tous les ministères. Je le dis souvent en parlant de l'équipe qui est en train de développer cette IA. Pour faire simple, c'est une super IA générative entraînée sur l'ensemble des données de servicepublic.fr. C'est servicepublic.fr 4.0. L'équipe qui travaille sur ce sujet est une équipe extrêmement brillante. Je dis souvent en plaisantant, s'ils traversaient l'Atlantique, ils pourraient rajouter un 0 à leur salaire, mais s'ils traversaient juste la Seine pour aller à Station F, ils pourraient aussi rajouter un 0 à leur salaire. Ils ont le service public chevillé au corps et ils ont élaboré Albert, cet outil qui, après avoir été développé pour quelques ministères, est maintenant mis à disposition de plus en plus de services publics. Il y a aussi des exemples de petits modèles qui commencent à être entraînés avec des données spécifiques propres à certains services publics. Ça existe dans des universités, ça existe au niveau de quelques collectivités, ça existe aussi à l'initiative d'entreprises et je pense à une start-up française qui s'appelle Delibia qui a développé un système à partir d'un consortium qui a été de collectivités territoriales qui ont fait le choix de mettre leurs données à disposition pour permettre son apprentissage. On est dans le domaine de l'IA générative spécialisée et puis un petit peu d'IA agentique. Ce type de dispositif m'amène à un autre point qui me paraît tout à fait important. Avant de parler d'une IA de service public, ou est-ce que l'IA peut être un service public, qui m'amène à vous parler du sujet de la donnée, du sujet de la data. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurions à gagner en France, en Europe, mais aussi service public par service public, à réfléchir à la manière dont on orchestre ces données pour les mettre à disposition d'acteurs, publics ou privés, mais à condition de pouvoir les choisir, qui vont pouvoir entraîner leurs algorithmes dans des bases de données publiques qui sont un patrimoine commun, qui sont un bien commun. Et là, on pourra créer véritablement du commun numérique autour de l'intelligence artificielle, ce qui est une démarche qui sera très complémentaire d'autres démarches qui existent, par exemple de bibliothèques d'intelligence artificielle qui visent à ce que des acteurs publics mettent à disposition des modèles préentraînés les uns des autres, sauf qu'ils ont été préentraînés avec les données de l'un d'entre eux et que la réplication est aujourd'hui quelque chose de vraiment difficile. Donc moi, je plaide pour qu'il y ait, à défaut d'une IA de service public, en tout cas, un service public de la donnée qui puisse être mis à disposition des acteurs qui vont entraîner des IA. Un exemple pour illustrer cela. Aujourd'hui, un certain nombre d'opérateurs privés, on les connaît tous, les grands opérateurs privés qui gèrent un certain nombre de fonctions urbaines, qui gèrent de l'éclairage intelligent, par exemple, tous ces nouveaux lampadaires que l'on a installés qui permettent de faire des économies très substantielles d'énergie, notamment grâce au pilotage par la donnée, et on va essayer d'aller chercher du gain marginal, des économies supplémentaires grâce à l'IA. Les IA qui aujourd'hui sont utilisées ont été pour une large partie entraînées avec les données de villes américaines parce que nous n'avons pas d'espace de partage des données des villes françaises. Eh bien, on n'éclaire pas Nantes comme Las Vegas. Tout à fait. Une autre question, il y a également énormément d'interrogations autour de l'IA. On sait que l'IA génératif, ça peut être un petit peu anxiogène pour un certain nombre de personnes, la peur du changement, la peur même des fois d'être un petit peu remplacé dans son travail. Est-ce qu'il y a une approche un petit peu différenciante au niveau quand on parle aux collectivités publiques qui justement sont des serviteurs de l'État et de la collectivité, donc on peut avoir une approche un petit peu différente de l'éthique du travail. Est-ce qu'il y a des interrogations ou des choses un peu particulières à ce niveau-là ? Alors la première question à se poser, c'est qu'en pensent les citoyens ? Et on a un certain nombre d'études, et notamment, je prends quelques instants ma casquette de l'Observatoire Data Publica. On a publié un baromètre en début d'année sur la data et l'IA dans les collectivités. On a également, avec Ipsos, fait un sondage auprès des Françaises et des Français sur ce qu'ils pensent de l'utilisation des données et de l'IA par le service public. Il y a deux choses qui en ressortent. Nos concitoyens sont inquiets, et vous l'avez dit, face à l'IA, mais font plutôt confiance aux acteurs du secteur public pour en faire bon usage. Notamment pour régler un certain nombre de problématiques dont on voit qu'elles sont très complexes et qu'aujourd'hui, les outils dont on dispose n'ont sans doute pas réussi à explorer tous les chemins qui vont nous permettre de régler demain des problèmes de surconsommation énergétique, de gestion de l'eau, de gestion des déplacements, de la mobilité, la qualité de l'air, bref,
on va dire, les transitions, avec un grand T et un grand E pour écologique derrière. Et en même temps, quand on pose la question aux citoyens de savoir s'ils aimeraient, par exemple, qu'il y ait des IA capables de leur répondre sur leurs questions quotidiennes auprès du service public, que les Français aiment bien critiquer, le service public, il a la critique facile, plutôt que des agents derrière les guichets, la réponse est très majoritairement non. À 80%, nos concitoyens préfèrent avoir affaire à un fonctionnaire qu'ils vont peut-être critiquer en sortant de la mairie, entre 9h et 17h derrière un guichet, comme ça je vais jusqu'au bout de la caricature, plutôt que d'avoir affaire à une IA. Alors je mets quand même un bémol, c'est que dans cette réponse massive en faveur du contact humain plutôt que de l'intelligence artificielle, il y a une grande différence d'appréciation selon l'âge des personnes qui nous répondent, et les moins de 30 ans sont plus favorables aux IA, beaucoup plus favorables, ce qui nous amène à un certain nombre de réflexions par rapport au regard porté sur ces outils dans la société, mais également dans le management des services publics, mais aussi dans le management des entreprises. Une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il y a des différences fondamentales par rapport au questionnement sur le travail ? Pour notre part, nous accompagnons un certain nombre de collectivités qui réfléchissent aux impacts sur les métiers de l'arrivée de l'IA, et nous utilisons des grilles d'analyse et des outils qui viennent du monde du privé, qui ont été développés notamment par l'INRIA, le laboratoire de recherche notamment de Ian Ferguson, le Laboria, et en lien avec l'INRIA, nous avons adapté ces grilles d'analyse pour pouvoir les faire vivre dans la situation du service public autour de 4 axes de travail. Le premier, c'est celui de l'amélioration, de l'efficacité, de l'engagement des agents publics. Et on mesure l'efficacité des agents publics. Là aussi, contrairement parfois aux idées reçues, les agents publics sont évalués annuellement et il y a beaucoup de systèmes qui mesurent la performance collective dans l'action publique. Deuxièmement, l'impact de ces IA sur l'organisation du travail, qui est quelque chose qui, là aussi, existe de façon sans doute différente, parce que le métier n'est pas le même, mais qui existe autant dans le public que dans le privé. L'impact sur la qualité de vie au travail, et là, on soulève un certain nombre de couvercles autour de ces sujets un petit peu à effet rebond que l'on commence à voir, de ces IA qui devaient nous décharger d'un certain nombre de tâches répétitives dont il s'avère que peut-être nous avons malgré tout besoin pour être à l'aise dans notre propre travail ou dans nos apprentissages notamment. Et puis, un dernier point sur lequel nous insistons beaucoup, l'impact de l'arrivée des IA sur les managers publics, y compris sur les élus d'ailleurs, de se dire que la coordination, le pilotage d'un service public tel qu'il existe aujourd'hui, ça n'est peut-être pas la même chose que la coordination et le pilotage d'un service public qui utilise au quotidien de l'intelligence artificielle. Ok. Si vous aviez quelques étapes assez concrètes, qu'est-ce que vous pensez qu'une collectivité publique qui est intéressée par l'usage de l'IA ou qui se pose tout du moins des questions sur qu'est-ce qu'elle pourrait amener aux concitoyens, quelles seraient les premières étapes un petit peu basiques que vous donneriez comme conseil pour les entreprises, pour le secteur public? Alors, la première étape sera identique, qu'il s'agisse d'entreprises ou de services publics. C'est de la formation, de l'acculturation, formation des dirigeants, acculturation des cadres, acculturation des équipes, formation aussi opérationnelle à l'utilisation de l'IA de tous les salariés, qu'ils soient publics ou privés, à qui on met entre les mains des systèmes d'intelligence artificielle. On a beaucoup débattu du cadre européen, le AI Act, sur la régulation et toutes les polémiques politiques qui en ont suivi. Mais on n'a pas nécessairement regardé le fait que ce texte européen est entré en vigueur et que parmi les dispositions qui sont entrées en vigueur, il y a l'obligation pour tout employeur en Europe qui amène ses salariés à travailler avec de l'IA, à former les salariés. Ça, c'est un point clé. Les collectivités territoriales s'en sont saisies très rapidement et je dois dire que là, sur ce début d'année 2025, ça occupe beaucoup de nos journées, évidemment. La deuxième chose, c'est de réfléchir, et je vais faire le lien avec Naonedia, c'est de réfléchir au cadre d'utilisation de l'IA d'un point de vue global, pas seulement technique, pas seulement en termes d'impact sur le travail, pas seulement juridique, mais d'un point de vue aussi éthique, et d'engager une réflexion sur les conditions qui vont permettre que le recours à l'IA ait au final un impact positif sur la mission de service public. Et ça, c'est pas si simple que cela. Il y a un certain nombre de référentiels qui existent, de grandes chartes internationales, de chartes éthiques locales. Je vais faire un tout petit aparté sur les 2 spécificités que j'évoquais tout à l'heure concernant le service public, mais auparavant, vous dire que ça peut prendre des formes très diverses, ce travail. Pour les uns, ça sera une charte
qui sera peut-être affichée au-dessus du bureau des uns et des autres. Pour les autres, ça sera une doctrine au sens juridique du terme. Pour d'autres, ça sera une boussole. C'est le cas à Nantes, où un travail a été fait sur la boussole de l'intelligence artificielle. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'y travailler. C'est de prendre le temps de réfléchir à la mesure de l'impact de ces IA, en termes d'efficacité bien sûr, et en quoi l'IA peut-elle être utile, avec une première décision assez évidente, c'est que si elle est inutile, on ne la prend pas. Des IA inutiles, des IA qui marchent mais qui ne servent à rien, il y en a plein. Ouais. Elles peuvent être utiles à certains endroits, pas à d'autres, il faut faire le tri. Deuxièmement, comment fait-on pour avoir une IA qui marche en confiance ? Le Sénat vient de publier un rapport très intéressant à l'attention du service public, mais je pense que ça vaut pour l'entreprise privée, qui dit qu'une IA qui est bien maîtrisée, qui est bien installée dans un système, c'est une IA dont on est capable de comprendre les tenants et les aboutissants pour en maximiser l'impact positif, tout en minimisant les risques de biais et d'erreurs, les risques d'atteinte à la vie privée, c'est un point extrêmement important. Dans le service public où on est plutôt vertueux, c'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL, sur l'utilisation des données personnelles, l'introduction de l'IA dans un certain nombre de cas va mettre en péril le dispositif de protection de la vie privée, des enjeux de transparence. L'impact sur les métiers et également l'impact environnemental. Je m'y arrête une seconde puisque je disais tout à l'heure qu'il y a une spécificité pour le secteur public. Bien sûr, il y a des entreprises vertueuses qui vont faire très attention à l'impact environnemental des outils qu'elles utilisent. Ça peut faire partie de leur RSE, ça peut faire partie également de leur mission pour des entreprises à mission, et c'est tant mieux et c'est très bien. Dans le service public, ce que nous ne savons pas souvent en tant que citoyens, c'est que toutes les collectivités, toutes les administrations, sur un territoire de plus de 50 000 habitants, sont obligées depuis le 1er janvier 2025 d'avoir une stratégie numérique responsable, c'est-à-dire d'avoir inscrit dans une trajectoire de contrôle, puis probablement de réduction de l'empreinte carbone de leurs outils numériques. Et ça, au moment où on commence à tester et à vouloir introduire des IA, ça ressemble quand même à une injonction paradoxale. Pas simple de garder une trajectoire comme celle-ci dès lors que l'on se met à tester et à utiliser des IA. Et donc la question qui se pose, c'est dans quelles conditions est-ce que c'est malgré tout acceptable ? Et là, on commence à parler de balance carbone. On parle d'outils comme Green Algorithm qui permet de faire de la pesée carbone d'un certain nombre d'algos. C'est critiqué, il y a des travaux de recherche qui montrent que ce n'est pas suffisant. Tout ça est en train d'avancer. On découvre les problèmes en même temps qu'on travaille sur les problèmes des outils qui permettent de les résoudre. Mais il y a une démarche, pour faire simple, quand on est un service public qui travaille par exemple sur des problématiques d'économie d'énergie, on n'utilise pas une IA qui va à elle seule consommer presque autant, voire plus, ce qui est possible, que les économies qui sont attendues. C'est peut-être du bon sens, mais c'est pas si simple. C'est facile à dire, mais c'est pas si simple à faire. Le deuxième point tout à fait central pour les collectivités territoriales et le service public en général, c'est la question de la transparence algorithmique. Un beau principe, un principe démocratique, un principe qui renvoie à nos droits fondamentaux en tant que citoyens. En tant que consommateur, je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne l'algorithme de Netflix, d'Amazon ou de Waze qui me trimballe du matin au soir. En tant que citoyen, j'ai le droit de savoir comment fonctionne l'algorithme qui m'a ou pas attribué une place. Je crois que nous sommes en pleine période Parcoursup, algorithme célèbre, connu de tous les Français. Il y a une décision fameuse du Conseil constitutionnel qui date de 2018, où le Conseil constitutionnel avait dit un algorithme comme Parcoursup, qui est un algorithme de classification logique, est absolument légal dès lors que le code est publié. Il faut que l'on soit en capacité, certes avec des experts, de contrôler comment fonctionne l'algorithme. L'explicabilité. L'explicabilité, exactement. Et le Conseil constitutionnel a rajouté une phrase. On ne lui avait rien demandé. Il dit « Il en résulte que ne peuvent être utilisés pour des prises de décision individuelles des algorithmes capables de réviser par eux-mêmes les règles qu'ils appliquent. » Voilà une définition juridique par le Conseil constitutionnel de l'apprentissage machine. Des algorithmes capables de réviser par eux-mêmes les règles qu'ils appliquent. Ça a pour conséquence qu'au nom de la transparence démocratique, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au nom de cet article qui est annexé à notre Constitution, nous n'avons pas le droit d'utiliser des IA pour de la prise de décision individuelle dans le service public. Merci beaucoup, Jacques Priol, de vos explications éclairantes sur les rapports entre l'IA et le service public.